c'est une super reconnaissance, c'est une super motivation pour les producteurs, c'est d'avoir le regard des gens qu'ils nourrissent et qui sont heureux d'être nourris par eux. C'est quand même fantastique comme combinaison. Quand ils achètent un produit, ils font vivre une famille de 6 personnes. Ils font aussi vivre une économie locale. À la base, je suis enseignante. Je donnais un coup de main à la ferme ponctuellement quand j'étais en congé scolaire et puis ça me plaisait bien. Et puis j'ai sauté le pas et j'y trouve nettement plus de sens. Vous écoutez le podcast « On mange quoi demain ?» On mange quoi demain? Vous arrivez d'où, Malko ? On démarre à Marbehan notre tournée. Et du coup, là, vous avez déjà fait quelques producteurs ? Oui, on a déjà fait la coopérative de la Côte-Rouge, la ferme de Marais et Bio-Lorraine à Viville. Malko fait partie de l'équipe des chauffeurs du réseau paysan. Nous sommes dans la province du Luxembourg et on va parler dans cet épisode des enjeux économiques de cette transition alimentaire. Bienvenue à vous. L'équation centrale ici, c'est donc de concilier un modèle alimentaire plus soutenable pour la planète, plus sain pour tout un chacun et chacune et qui soit dans le même temps économiquement viable. Arrêtons-nous pour commencer un instant sur cette expérience menée donc dans la province du Luxembourg depuis plus de 10 ans. Le réseau paysan est une coopérative qui sert de maillon entre les producteurs et la distribution. Chaque semaine, plusieurs tournées ont lieu pour récupérer les produits chez les producteurs. Ce matin-là, nous sommes à Aeth, en Gaume, près de Virton. Malko vient de s'arrêter à la ferme de la famille Arnois. La ferme d'Amaoué est un modèle du genre quand il s'agit de parler d'une ferme biodynamique. Et c'est toute la famille qui est sur le pont. Et marché des saisons, c'est quoi? Sur 4. Tout est sur 4. Oui. Pour les commandes du réseau, on a commencé la transformation le lundi, déjà toute la journée. Puis hier, on a commencé la transformation en tant que telle à 7h50 et on a fini à 8h du soir. Et puis là, j'ai recommencé les commandes ce matin à 7h jusqu'à maintenant, quoi. Je ne sais pas quelle heure il est. À la base, je suis enseignante. Donc, j'ai quitté l'enseignement il y a 2 ans et des maintenant, oui, 2 bonnes années, 2 ans et demi. Et je donnais un coup de main à la ferme ponctuellement quand j'étais en congé scolaire et puis ça me plaisait bien. Et puis j'ai sauté le pas et j'y trouve nettement plus de sens. Au niveau du système dans lequel on fonctionne, en dehors du système général où c'est la grosse industrie, etc., je trouve qu'il y a plus de sens derrière de produire à petite échelle et d'essayer de donner des produits de qualité. À la prochaine, à la semaine prochaine. Bon travail, bonne tournée. Au revoir. Et ici, on a récupéré du lait cru de vache, on a récupéré des yaourts, des choucroutes, des fromages frais et un peu de fromage affiné aussi. Je suis Ludovic Arnois de la ferme biodynamique de Amaoué, entre Aeth et Saint-Léger. Et donc, ma fonction principale sur l'exploitation est la production de fromage, de yaourt, donc toute la transformation laitière. On fait pas mal de céréales qu'on valorise directement en produits finis, donc c'est-à-dire en farine, en pain au levain et en pâte. Tout se fait ici ? Tout se fait ici sur le site d'exploitation. Chaque bâtiment a, on va dire, son objectif. Donc on a des bâtiments où on ne fait que le stockage et la transformation, d'autres bâtiments où on ne fait que l'élevage et certains bâtiments où là on valorise vraiment les produits laitiers de A à Z. Donc on suit les vaches de la salle de traite jusqu'au produit final. On a été se former beaucoup en France. Moi, j'ai d'abord commencé en Belgique et mes 2 petits frères ont été se former en France, en Alsace. Et où là, vraiment, il y a les pionniers de la biodynamie. Il y a des gens qui ont travaillé pendant 60 ans de cette manière et ils ont une exploitation qui tourne du tonnerre et ils font des produits d'extrêmement bonne qualité. Et là, on a quitté le lait pour d'autres produits. Tout ce qui est yaourt, fromage. Les choucroutes aussi. Et voilà, les petits frais. Tout ce qui est frais. Le but, c'est que les gens, en consommant notre produit, puissent se dire « ouais, c'est chouette, c'est bon », mais il n'y a pas que ça. Il faut qu'ils comprennent aussi pourquoi ils consomment. Derrière, il y a la chose que quand ils achètent un produit, ils font vivre une famille de 6 personnes. Ils font aussi vivre une économie locale.
Et ça, je trouve que pour un pays si petit que le nôtre, si tout le monde se met un petit peu à donner du sien justement dans tout ce qui est local, je pense que le pays pourra se porter beaucoup mieux, que ce soit financièrement comme sainement vis-à-vis de tout ce qui est santé humaine. On espère justement que leurs enfants, leurs petits-enfants pourront revenir plus tard pour essayer de maintenir justement ce développement-là. Je donne juste un exemple. On a une personne qui vient chercher 1 litre de lait par semaine. Eh ben, sur 52 semaines, ça fait peut-être que 52 €, mais au moins elle a compris le truc. Elle a compris le truc, comme il dit, favoriser les produits de qualité fabriqués proches de chez nous, relocaliser donc notre alimentation comme un des piliers de ce modèle économique. Consommer proche de chez nous, c'est aussi être moins dépendant des soubresauts économiques mondiaux et donc favoriser le circuit court. C'est tout l'enjeu autour du réseau paysan. Une fois les produits récupérés auprès des producteurs, ils sont stockés quelques heures avant de passer à la seconde phase, celle de la distribution. Et cette fois, nous sommes à Marbehan pour poser le micro. Nous sommes dans les ateliers de stockage du réseau paysan. Ici, tout ce qui est sur la palette numéro 1 va servir à relivrer le centre de la province de Luxembourg. Tout ce qui est sur la palette 2, le sud, la palette 6, le nord, la palette 5, ça sera Bruxelles par exemple. Hélène de Kettelard et je suis coordinatrice du Réseau Paysan. Alors en fait, Réseau Paysan est une initiative qui vient du terrain, donc qui vient des producteurs et des épiciers qui se sont mis ensemble grâce à l'ASBL Solidairement qui a fait un office un petit peu d'une couveuse d'entreprise pour ce réseau de distribution. Donc les producteurs en fait faisaient état du fait qu'ils n'avaient pas le temps d'aller livrer des clients professionnels en dehors de leur réseau, villageois. Et les épiciers, de leur côté, faisaient aussi ce constat qu'ils étaient derrière le comptoir et n'avaient pas le temps de s'approvisionner dans chaque ferme. On est en province du Luxembourg, on fait vite des kilomètres et la densité d'habitants est assez faible. Et donc, on perd vite du temps pour aller chercher finalement peu de produits dans chaque ferme. Et donc, c'était impossible pour eux de commercialiser en direct à ce moment-là. Et donc, l'ASBL Solidairement a mis sur pied le réseau paysan, justement comme facilitateur, donc distributeur dans les faits, mais facilitateur de cette commercialisation en circuit court. Depuis 2012, donc là, on a bien évolué. Donc, il y a actuellement 104 producteurs dans la coopérative. On est aussi plus ou moins 120 acheteurs professionnels avec des profils assez divers et variés. Donc, il y a des épiceries toujours indépendantes, donc on ne travaille pas avec les franchisés. Il y a des magasins à la ferme, des traiteurs, des restaurateurs, des accueils touristiques, aussi divers tiers-lieux pour des événements, et alors plus dernièrement donc des collectivités qui ont rejoint les acheteurs. Alors, le potentiel de développement, il vient du citoyen, hein, donc, et justement de sa volonté de pouvoir se réapproprier son alimentation et de faire un changement de ses habitudes alimentaires. Donc actuellement, on est en croissance depuis le début de la coopérative. Alors on sait que cette croissance doit s'accompagner d'un changement beaucoup plus global des habitudes alimentaires des gens. Et donc vers un retour à la consommation locale. Maintenant, la marge de manœuvre, elle est aussi, on le voit à travers les cantines et les cuisines de collectivité, le fait aussi de pouvoir manger à l'extérieur des produits locaux et bio fait que ça tire les volumes de vente vers le haut. Voilà donc un modèle économique vertueux qui redonne une place centrale aux producteurs et qui stimule le réseau de distribution. C'est un peu le cœur du projet également de la ferme de la Préale, faire rencontrer également une offre de produits locaux et des mangeurs, le tout en stimulant de nouveaux métiers. On est cette fois non plus dans la province du Luxembourg, mais dans le Condro, en province de Namur. Un projet économique basé sur le collectif que va nous détailler notre expert pour cet épisode 3, c'est Olivier Lefebvre. Il est notamment à la base de ce projet. On s'est donné rendez-vous au cœur de cette campagne condrusienne. Alors on se situe au cœur du Condro namurois, sur la commune de Hamois, plus précisément à proximité du village de Hachet. Et donc dans un lieu qui, quand on regarde autour de nous, a l'air d'être un petit peu au milieu de nulle part, mais qui est en fait
dans une zone assez peuplée, ce qui est important pour du circuit court évidemment. On a 30 000 habitants dans un rayon de 10 km, en ce compris Ciney, Avlanges, Amois, voilà. La Préale a deux caractéristiques. Elle est agroécologique, donc on pratique évidemment le bio, etc. Et elle est multiprojet, c'est-à-dire qu'il y a une grappe, j'allais dire, de projets qui se sont développés, la plupart en circuit court, puisqu'on a du maraîchage, on a un fournil avec une boulangère et une pâtissière, on a de la production d'aromatiques, on aura bientôt du fromage de chèvre, c'est un projet qui est en train d'être développé. Et alors on a lancé maintenant un nouveau projet à travers une coopérative qui a été créée pour ça, pour animer la halle rurale. On a créé une halle rurale parce qu'on veut faire du circuit court en Belgique. On a une culture de marché, mais on n'a pas tellement une culture de halle, contrairement à la France ou à l'Italie ou à d'autres pays qui ont des halles partout. Donc on a créé une halle, mais qui non seulement est une halle marchande, mais doit pouvoir avoir beaucoup d'autres fonctions au service de la communauté environnante, que ce soit sur le plan culturel. Il y a un petit bar qui s'appelle le Champ-Bar, il y a une guinguette et il y a maintenant un restaurant aussi tous les vendredis soirs. Alors, vous ouvrez quoi comme porte ? Alors j'ouvre la porte de la halle rurale. Justement, Marie-Odile qui vient apporter ses gourmandises, puisque Mario est notre pâtissière. Alors, il y a des croûtes citron meringuées, des javanais, des merveilleux et des choux citron meringués. Donc moi, ça me permet au quotidien dans mon atelier de pouvoir transformer les légumes des maraîchers, les courges des semenciers, de pouvoir valoriser les œufs, les produits laitiers des environs. Donc ça fait beaucoup de sens. Puis ça crée des synergies entre nous et entre les producteurs du coin. Moi, c'est Cédric Adam et je suis un des 2 maraîchers de la ferme de la Préale. Bah là, on est en train vraiment de vider le terrain. Donc, il nous reste des choux de Bruxelles, il nous reste des poireaux, on a du cresson, de la clétonne de Cuba, de la mâche, j'oublie certainement de la roquette. Il y a quand même les chicons. Les fameux chicons. Je ne les ai pas cités parce qu'ils ne sont pas encore dans la camionnette, donc je ne les ai pas vus. Mais effectivement, la période des chicons vient de commencer. On est sur les premières, merci Olivier de le rappeler. Les fameux chicons de la Préale. L'énergie collective, surtout depuis l'arrivée de la halle, qu'on sent encore plus qu'avant. Voilà, c'est tout ça qui me porte. Et puis de travailler pour les gens du coin, le village, la nature, la nourriture saine, tous ces éléments. En fait, c'est que du positif. Voilà Julie qui est la boulangère de la Préale. Et évidemment, il y a une chose qui est marquante, Olivier Lefebvre, c'est l'odeur. Ah, ici, quand on rentre ici, c'est catastrophique parce qu'on a immédiatement faim. Et pour être honnête, j'ai pris 4 kilos depuis qu'on a ouvert le fournil. Je suis en pleine préparation dans les cuissons, dans la production des pâtes comme le petit épeautre. Je façonne les brioches pour vendre cet après-midi dans la halle de la Préale. Le plaisir, c'est d'être dans une dynamique, dans les mêmes valeurs communes, qui est de vraiment nourrir sainement les villageois. Et oui, c'est ce qui m'anime, c'est vraiment de donner le meilleur et valoriser le local et les produits biologiques aussi. On va détailler quelques enjeux de cette vision économique en lien avec la transition alimentaire, avec donc Olivier Lefebvre. On va d'abord évoquer avec lui ce modèle qui lui tient à cœur, c'est ce qu'on appelle la Drôme Bio-Vallée. Alors la Drôme, ce qu'on appelle maintenant la Drôme Bio-Vallée, qui a démarré avec toute une série d'initiatives individuelles et un mouvement des municipalités, est devenue aujourd'hui une marque en France. Et je pense que certainement dans le Condro, peut-être dans d'autres régions en Wallonie, on approche d'une masse critique qui permettrait de faire la même chose. Avec quelle définition ? Comment est-ce qu'on pourrait définir ce modèle économique ? C'est l'ensemble des filières. Ce sont des producteurs, ce sont des systèmes de distribution en circuit court dans la plupart des cas. Ce sont aussi des modes d'habitat qui sont plus responsables. C'est vraiment une cohérence un peu systémique pour qu'on puisse vivre de manière très qualitative, mais avec une empreinte environnementale infiniment plus faible que dans le modèle traditionnel, de manière à avoir quelque chose qui soit plus durable, qui soit aussi beaucoup plus connecté sur le plan humain, et c'est ça qui va faire la résilience de l'ensemble de nos régions pour l'avenir. Comment passer à une échelle supplémentaire sur un territoire comme la région wallonne, par exemple ? Comment est-ce qu'on peut sauter d'échelle ?
Alors c'est vrai que ce sont des initiatives qui sont souvent locales et parfois un peu dispersées. Parfois elles sont articulées, hein. On voit la ceinture alimentaire de Liège ou dans d'autres régions qui essayent de tisser des liens. On voit aussi des initiatives liées ici dans le Condro au parc naturel Condro-Famenne qui essayent de développer des filières. Je pense que multiplier des modèles, pourtant qui marchent, c'est quand même une bonne approche. Nous, ce qu'on fait par exemple à travers Permaproject, c'est d'accompagner une dizaine aujourd'hui de projets de maraîchage dits bio-intensifs, donc qui sont des maraîchages de petite taille pour servir les communautés locales. Et notre ambition, c'est d'en accompagner 50 d'ici 2030. Donc c'est en multipliant, en essaimant le modèle qu'on va vraiment arriver à des points de bascule. Je crois qu'il y a une recherche de sens aussi hein, dans ce que les gens font. On le voit bien, j'allais dire presque dans tous les secteurs, mais certainement dans celui-ci. Alors c'est plus marqué pour les jeunes générations, sans doute, mais en travaillant de manière à la fois responsable sur le plan environnemental, responsable sur le plan nutritionnel, il ne faut jamais l'oublier, l'aspect santé publique lié à la nutrition est un des sujets d'ailleurs qui monte un petit peu dans les priorités politiques aussi. Travailler aussi dans un contexte humain intéressant parce qu'on n'est pas isolé, on n'est jamais seul, on est toujours, même si on est sur son projet, on est toujours à proximité d'autres qui peuvent donner un coup de main, donner des idées, etc. Donc cette dimension humaine est extrêmement importante. Et puis le contact direct avec la communauté des mangeurs, c'est une super reconnaissance, c'est une super motivation pour les producteurs, c'est d'avoir le regard des gens qu'ils nourrissent et qui sont heureux d'être nourris par eux. C'est quand même fantastique comme combinaison. Et si en effet la recherche de sens était le carburant principal de cette nouvelle économie alimentaire vertueuse? Pour autant qu'on renforce aussi les mécanismes de soutien et de formation, cette agroécologie, de l'avis de notre expert, peut se montrer très rapidement rentable. Ce que la plupart des études montrent, c'est qu'après une transition de quelques années qui demande un accompagnement serré, j'allais dire, le résultat économique des exploitations agricoles s'améliore. Parce que, notamment, on coupe dans beaucoup de factures, beaucoup d'intrants, etc. Et on va un peu plus loin dans les produits à valeur ajoutée. Et donc, un des objectifs, et je crois que pour que ça bascule, il faut qu'au niveau des agriculteurs, ils y voient un intérêt économique. Et cet intérêt économique, on peut le démontrer. La difficulté, c'est de passer le cap, c'est de franchir les étapes difficiles, la complexité de la transition. Mais je crois aussi là que des jeunes générations qui se projettent à l'échelle justement d'une génération nouvelle sont assez sensibles à ça, et il y a de plus en plus d'agriculteurs qui vont dans cette direction. J'ai commencé à m'intéresser au maraîchage un peu après mes études universitaires. C'est là que j'ai rencontré Maud Hélène, ma conjointe, puis les deux, on sentait le besoin d'avoir une contribution positive, de faire quelque chose qui avait un sens. C'est un peu comme ça qu'on est tombé dans la marmite de l'agriculture, sans aucune expérience, sans aucun bagage, sans aucun prérequis. Cette personne, c'est Jean-Martin Fortier, qui a développé il y a plus de 20 ans ce concept de maraîchage bio-intensif, avec une vraie priorité, c'est de le rendre économiquement viable. On s'en est inspiré sur nos projets pilotes. Et sa vision, c'est d'être extrêmement, d'abord bien formé, de maîtriser les différents métiers ou compétences dont on a besoin pour être un entrepreneur maraîcher, qui ne sont pas seulement de faire des légumes, pas seulement de cultiver, mais aussi de cultiver sa clientèle, de gérer son administration, de faire un business plan. Enfin, c'est comme n'importe quelle entreprise, hein, ce sont des métiers de base. Donc c'est la formation, et après c'est la rigueur dans l'exécution du projet. Quand on regarde le secteur du maraîchage, nous on observe qu'on peut trouver des terrains, c'est des petits terrains généralement, donc c'est pas trop compliqué, qu'on trouve des moyens de financement, qu'on trouve des mangeurs. Le plus compliqué, c'est de trouver des maraîchers ou maraîchères, et donc l'aspect formation doit être intensifié.
Former et encore former, on y revient à ce rôle de l'éducation pour transformer notre société. Tiens, ce sera justement d'éducation dont il sera question dans l'épisode 4. Comment augmenter notre niveau de connaissance de cette transition alimentaire, comment créer et fédérer un maximum d'actions qui changent les mentalités. C'est tout un nouveau récit, un nouvel imaginaire collectif qu'il faut recréer autour de l'assiette. On en parlera donc dans l'épisode 3. On va entendre quelques extraits, juste après vous avoir remercié pour l'écoute de cet épisode. Un projet podcast proposé par la cellule Manger Demain avec le soutien de la Wallonie. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, évidemment. Et à très vite pour l'épisode 4, extrait. Un des grands apprentissages par rapport à toute situation complexe, c'est d'apprendre à travailler en transdisciplinarité. C'est-à-dire comment est-ce qu'on se met à travailler à plusieurs disciplines. Et donc, ça veut dire cette chose énorme et très difficile, de s'écouter. Une seule action, c'est pas ça qui va changer les choses. Mais par contre, toutes sortes de petites animations, de gestes aussi, de gestes qui mettent en corrélation des actions pratiques aussi, anti-gaspi ou bonne alimentation, ou des projets de potage distribués aux enfants, ou des visites au champ et ça. C'est l'accumulation de cette petite chose qui percole dans le cerveau et qui donne après l'envie aux gens d'avancer par eux-mêmes. Pour le moment, on voit vraiment qu'il y a une transition. Et comme nous, on forme des cuisiniers de demain, c'était inconcevable de ne pas leur en parler, quoi. Les patates douces, là je suppose que c'est des navets, du chou blanc et le chou rouge. 10 sur 10 quasiment. Hein. Oui, hein, ça mérite une bonne soupe. On mange quoi demain ?